bien, Fait Croisé qui reçoit ce jour un ancien de la profession, il a nom Afissou Anorin. Il va se prononcer, sinon il nous livrera le résultat de son investigation sur la promotion des logements sociaux au Bénin, un échec total. C'est la thématique à aborder, bien évidemment. Promotion des logements sociaux au Bénin, un échec total. Peggy Ludovic Dagba, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy Davor, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci donc d'être avec nous. Vous vous posez la question, c'est tellement de savoir pourquoi Afissou Anorin et pourquoi lui venez parler de ce thème-là ici sur ce plateau. En fait, c'est le fruit d'un travail qu'il a eu à faire, un travail d'investigation sur... Est-ce le choix de l'expérience ou le choix d'un travail fait? Ben, il va le dire lui-même. Pourquoi déjà il a choisi ce thème? Parce que vous le savez, c'est quand même une des expériences qui n'ont pas prospéré ici au Bénin. Les logements sociaux, bizarrement, on ne comprend pas, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays de la sous-région, eh bien, les logements sociaux ont quand même pu prospérer. Mais pourquoi chez nous? En tout cas, il a choisi d'investiguer sur la question. Et très vite, nous allons lui demander d'abord, Afissou Anorin, bonjour. Bonjour, Peggy Dagba, bonjour, chers amis, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté du terminal d'Eden TV. Ah oui. Merci beaucoup. C'est le Bénin, l'Afrique et le reste du monde. Et aussi de Diaspora FM, parce que c'est une émission radio-télévisée. D'accord. Alors, très rapidement, dites-nous, pourquoi vous avez choisi d'investiguer sur ce sujet, les logements sociaux au Bénin? Bon, j'ai choisi d'investiguer sur ce sujet parce que c'est un sujet que je suivais depuis. Si vous voyez, c'était pour moi un plaisir quand même de savoir que dans mon pays, d'ici à là, ceux qui travaillent dans le secteur public et dans le secteur privé n'auront plus de difficultés à se loger. Donc, en 2009, lorsque le président de la République, l'ex-président de la République, Boni Yayi, lançait ce projet, c'était une joie partagée par tout le monde. Mais malheureusement, à la fin, l'éléphant est venu avec un pied cassé, comme on le dit. Voilà. Et là, donc, vous avez choisi avec, comment dire, le soutien de Osiwa, de faire ce travail. Quel a été le champ de travail que vous avez... Oui, voilà, c'est un travail que nous avons fait dans le cadre d'un projet initié par la Maison des médias, le projet qui s'appelle Pour des médias plus professionnels au Bénin, appuyé financièrement par l'ONG internationale Osiwa. Alors, notre sujet, bien entendu, ça a porté sur la promotion des logements sociaux au Bénin. Et nous nous sommes penchés un peu, nous sommes partis du cas des 10 000 logements lancés en 2009 par le président Boni Yayi pour regarder un peu comment les autres projets se sont comportés. Alors, notre article que nous avons pondu se décompose en 4 parties. Nous avons d'abord fait un état des lieux et qui nous a permis de tirer un certain nombre de conclusions après avoir fait un certain nombre de constats. Et nous avons cherché à savoir pourquoi l'état des lieux est celui que nous allons vous développer tout à l'heure. Et puis nous avons conclu, bien entendu, que ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été mis dans un projet qui malheureusement a échoué. Et ce troisième article a été intitulé « Un gouffre financier ». Bien entendu, nous avons cherché à regarder les autres projets que nous avons eus de 1960 à nos jours. Et le constat là aussi, c'est que c'est un échec. À part, comment appelle-t-on, une goutte d'eau d'espoir comme portée par un promoteur privé qui, bon, dans une certaine mesure, a semblé marcher ou a marché. Donc, à part tout le reste, vraiment, c'est un échec et puis c'est vraiment déplorable. Mais que retenir de l'état des lieux? Absolument. Voilà. L'état des lieux, c'est que il est prévu de construire 10 000 logements. Sur un certain nombre d'années, le projet devait durer au plus 2 ans. Et au bout des 2 ans, nous devons avoir les 10 000 logements au profit des Béninois du secteur privé ou bien du secteur public qui désirent acquérir ces logements. Le constat sur le terrain est que sur les 10 000 logements prévus, 893 seulement ont été achevés. Et malheureusement, sur les 893 qui ont été achevés, tout n'a pas été pris. Vous voyez. Tout n'a pas été vendu. Tout n'a pas été vendu, comme si on peut utiliser ce mot, le mot vendre. Tout n'a pas été acquis. Vous voyez. Et pourquoi nous sommes allés en profondeur et puis on a demandé aux gens pourquoi ça s'est passé. Et l'état des lieux que nous avons vu, c'est vraiment à la catastrophique. Même les bâtiments qui ont été construits, vous allez voir, pour la
pour la plupart, au moins 60 à 70% de ces bâtiments sont dans un état aujourd'hui de délabrement total. Des murs lézardés, et les installations électriques et de plomberie vandalisées, les toits au vent par ici. Bref, ces bâtiments sont devenus aujourd'hui des refuges de bandits, de reptiles, et puis, bon, peut-être d'animaux très, très dangereux. Et les cas qu'on peut citer, c'est des cas de Fongba à Lokossa, de Aïvedji à Lokossar aussi, et de Mérédionou dans la commune d'Andiara, et puis il y en a aussi à Parakou, à l'entrée de la ville de Parakou, et puis il y en a aussi dans la commune d'Avrankou. Tous les bâtiments presque ont été vandalisés. C'est vrai qu'il y a un effort qui a été fait par l'agence foncière de l'habitat, qui est le bras opérationnel de la mise en œuvre de ce projet, dans le cadre de la viabilisation des sites. Lorsque vous allez vous rendre sur tous les sites, vous avez déjà l'eau, vous avez l'électricité, il y a les rues qui passent entre les logements qui ont été régulièrement tracés. Donc ça, c'est seulement le point positif qu'on peut mettre à l'actif de ce projet. Donc, des 10 000 logements, on n'a pas pu avoir les 10 000 logements, on a pu avoir seulement 893. Ça pose véritablement des problèmes. Alors, qu'est-ce qui explique? On peut se demander pourquoi. Oui, on peut se demander pourquoi cette disparité-là. Quand même, on n'a même pas pu réaliser 1000 sur 10 000. Alors que les fonds ont été décaissés pour 10 000. Pour 10 000. Alors, qu'est-ce qui explique la chose? Qu'est-ce qui explique la chose? Il y a beaucoup de raisons, bien entendu. D'abord, les villas qui ont été construites, les gens estimaient que c'est des villas qui ne devaient pas prendre le nom de villas, que c'est des KGB. Donc, il y a le problème d'espace. C'est exigu. C'est exigu, c'est vraiment trop petit. Surtout les villas de type F1, comme on a appelé une chambre à coucher, un salon. Vraiment, c'est exigu, c'est construit sur des espaces véritablement réduits. Les gens ont aussi posé le problème du coût exorbitant de ces villas. Une villa de type F1, par exemple, coûte un peu plus de 8 millions. Pour un béninois moyen. Pour quel fonctionnaire? Pour quel fonctionnaire béninois. Je ne sais pas, pour quelqu'un qui travaille dans le privé, qui gagne 60 000 par mois, je ne suis pas sûr qu'il peut aller s'offrir le luxe d'acheter cette villa, une chambre à coucher, un salon. L'autre chose, on a parlé tout à l'heure des exiguïtés. Ça, c'est des raisons sociologiques que les gens ont évoquées. Le béninois aime l'espace. Oui. Parce que quand même, il faut qu'il soit dans une maison où il y a une cour où ses enfants peuvent s'amuser. Où il peut organiser ses petites réceptions, où, comment appelle-t-on, si le beau-père et la belle-mère, enfin les parents viennent, où ils peuvent rester. Or, ces villas n'offrent pas ces commodités. L'autre raison que les gens ont évoquée, c'est l'éloignement, la situation géographique de ces villas, du lieu de travail, des potentiels acquéreurs. Voilà autant de raisons qui ont été évoquées. Les gens ont évoqué aussi les raisons sécuritaires. Parce que quand on a regardé tous les sites, il se pose des problèmes de sécurité. Même à Avrankou, où il y a, comment appelle-t-on, une brigade de gendarmerie, les gens continuent d'aller vandaliser les maisons des gens. Donc, les gens n'ont peur de rien. Et quand ils voient ça, ils se disent, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller là où je suis sûr d'être agressé? L'autre raison que les gens ont encore évoquée, c'est le doute par rapport à la qualité des matériaux de construction qui ont été utilisés. Parce que quand vous allez là-bas aujourd'hui, à Lokossa, sur les deux sites, vous allez voir des villas dont les murs menacent de tomber. Est-ce qu'on peut aller rester dans une maison où, bon, à vue d'œil, on sait que c'est fissuré? Est-ce qu'on peut rester dedans? Ce n'est pas évident. Vous avez des villas qui sont aujourd'hui au vent. Il y a des techniciens qui nous ont confié que, bon, ils sont allés en inspection et même avec le doigt, les briques qu'on a utilisées, qu'on a déjà fabriquées pour construire ces villas, on peut briser ces briques. Donc, toutes ces raisons ont amené certains à être réticents vis-à-vis de ces villas. Ça, c'est les raisons que les gens ont avancées pour ne pas. Bien entendu, quand on s'est rapproché ces villas-là. Bien entendu, quand on s'est rapproché de ceux qui ont eu à charge la construction de ces villas, bon, c'est des raisons qu'ils ont balayées du revers de la main, notamment
comment appelle-t-on, en ce qui concerne la qualité. Non, mais les preuves sont là. Mais les preuves sont quand même là. Oui. Aujourd'hui, un bâtiment, une maison qu'on a eu à construire, il n'y a pas si longtemps, menace de s'écrouler. Est-ce qu'on peut aller rester dedans? Je ne pense pas. Alors, du côté, comment dire, de décaissement, oui. Combien a été décaissé pour les 10 000 logements? Et la question a été posée. La question a été posée à pas mal de gens et la réponse a été donnée par l'actuel ministre du cadre de vie à l'Assemblée nationale. Donc là, on ne peut José Didier Tonato. Là, donc on ne peut plus même dire que c'est le journaliste qui a fabriqué ces informations. Et je vais vous lire un peu ce que le ministère a dit. Le ministère a dit qu'il y a eu un montage financier qui endette pour près de 19 milliards de francs CFA auprès des banques. Donc 9 milliards de francs CFA de frais financiers a été souscrit par le gouvernement Boni Yahi au profit de ce projet. Voyez-vous. Donc c'est de l'argent que les banques ont eu à mettre à la disposition du gouvernement pour réaliser ce projet. Et ces sous, comme on n'a pas vendu les villas, d'abord on n'a même pas fini de les construire, maintenant on ne les a pas vendus. On n'a pas vendu toutes les villas. Et c'est resté sur le bras. Comment il faut payer maintenant les banques? Vous allez à Calavi, à Redo, vous avez des villas qui n'ont même pas encore reçu de toiture. Et c'est une batterie de villas qui va acheter. Environ une vingtaine de milliards de mobilisés. Même c'est plus. Parce qu'on a interrogé, comment appelle-t-on, un promoteur immobilier qui nous a donné ces montants. Il a contracté des prêts au niveau d'autres banques. La Banque Atlantique, pour ne pas citer son nom, qui n'a pas fini de rembourser. Donc, quand on fait le cumul de tous ces milliards, on doit se retrouver autour de 33 milliards pour un projet vraiment qui n'est pas... Mais ce que j'arrive pas à comprendre, 33 milliards pour 10 000 logements, mais c'est seulement 893 qui ont été réalisés. Comment expliquer ça? Et mal réalisés. Le reste de l'argent est passé où? Oui, le reste de l'argent, vous comprenez, c'est passé dans les questions de mauvaise gouvernance. C'est une question de mauvaise gouvernance qui a amené à faire ce constat. Le reste des 33 milliards, ou bien, et même si on ne donne pas de chiffres, tous les milliards, comme d'habitude, ont été volatilisés, sont partis en fumée, on peut le dire ainsi. Et ceux qui nous regardent en ce moment et qui ont pris parti à la mise en œuvre, et qui ont participé à la mise en œuvre de tout ce se reconnaissent à travers ce que nous disons. On n'a pas besoin d'appeler leur nom. Ils sont dans les chapelles politiques, ils sont dans des chapelles, comment appelle-t-on, familiales. Vous savez comment ce régime avait fonctionné. On ne veut pas stigmatiser le régime défunt. Vous savez comment le régime avait fonctionné, où il y a les amis, il y a les parents, il y a les hommes politiques, les copains et les coquins qui venaient prendre les choses. Et je vais vous faire une confidence. On a rencontré un promoteur immobilier, je ne sais pas, qui a dit quelque chose de très grand. Il dit, sur une instruction du chef de l'État d'alors, les travaux avaient démarré sans un contrat formel. Et c'est après qu'on a rattrapé les choses. Donc tout ceci, ça explique comment ce projet... Il n'y avait pas eu un contrat formel. Or, quand vous lisez les documents du projet, mais c'est un projet lumineux. Bien monté. C'est un projet bien monté. Mais mal exécuté. Toutes les garanties avaient été données pour que ça aille à son terme. Je vais vous le dire même dans le mode d'acquisition, la procédure d'acquisition de ces villas, celle qui est là actuellement, qui est la directrice générale de l'agence foncière de l'habitat, a fait un travail formidable. Une procédure vraiment transparente. Bien il faut être honnête, il faut le dire. Parce que quand vous désirez ces villas, vous formulez votre demande, on retient votre demande, on l'étudie, et puis on confie tout à un huissier qui fait le tirage au sort. Et c'est après, quand on finit de faire ce tirage au sort, et votre nom sort, c'est en ce moment que vous devenez potentiel acquéreur pour remplir les autres formalités. C'est-à-dire payer une avance qui représente environ un tiers du montant global, du montant total de la villa. Si vous n'êtes pas capable de payer ce tiers, il y a une banque qui est là, qui vous appuie, et puis le reste se paie par traite. Donc, à ce niveau, il y a quand même un souci de transparence. Mais il y a eu quand même des failles, parce qu'on a retrouvé quand même des gens qui sont devenus acquéreurs de villas. Et lorsque vous regardez les transformations que ces villas ont connues après, on se demande si c'était véritablement les personnes cibles. Est-ce que vous voyez? C'est vrai. Donc, comme on peut le dire, il y a eu
un souci de transparence. Il y a eu des jeux aussi. La gestion du projet, mais, in fine, ça s'est soldé par un échec. Et il y a beaucoup de choses en dessous. Finalement, est-ce que ce projet-là, selon vous, aura quand même assouvi ses objectifs? Non, pas du tout, parce que on devait construire 10 000. On en a construit 893. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion, comment fait-on, élogieuse? Non, pas du tout. C'est un échec. C'est un échec comme tous les autres projets qu'on a connus depuis 1960. Le dernier, le plus récent que je peux citer et que vous connaissez tous, c'est le projet de construction de villas à Boumé-Calavi, avec le groupe Bessalil Building, et puis qui a bénéficié des fonds au peuple par l'intermédiaire de Shelter Afrique. Vous savez comment ça s'est passé? Avec pas de nom. l'emprisonnement. Il y a une autre personnalité qui a fait la prison pendant le mois. Cette personnalité a été libérée sous caution. Bon. Et la justice s'est quand même saisie de cette affaire. Absolument. Et jusque-là, c'est encore en suspens. Le dossier se poursuit. Et une fois que ce dossier est devant la justice, permettez que je ne fasse pas trop de développement. Oui, mais vous avez sûrement posé cette question à ceux que vous avez rencontrés. Que dit du nombre de logements non construits? Que dit du nombre, grand nombre, je dirais. Que dit du grand nombre de logements non construits? Bon, c'est un constat d'échec. Tout simplement. C'est un constat d'échec. Et cela démontre de ce que ce projet a été mal géré. Est-ce que c'est bouclé ou on pourra... Ce projet a été Les acteurs pourront se rattraper? Et bon, on a fait des suggestions dans ce sens. On a fait des suggestions dans ce sens parce que dans notre pays, on aime souvent pleurer sur le lait renversé. Le lait est renversé, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est quand même beaucoup de milliards qu'on ne peut quand même pas passer en perte et profit. Il faut maintenant voir, situer les responsabilités, et on a fait des suggestions dans ce sens. Il faut que Est-ce qu'il y a une chance que ce projet se poursuive? Est-ce qu'on peut revenir à ça aujourd'hui? Le projet peut se poursuivre si le gouvernement veut vraiment que le projet se poursuive. Parce que c'est une question d'argent. Et quand on dit argent, ce n'est pas nécessairement le gouvernement qui doit sortir les sous de sa poche. Et les parcelles sont encore là, disponibles. C'est-à-dire pour recevoir les villas qui n'avaient pas été construites. Est-ce que vous voyez? Donc on peut amener des gens là, s'ils sont intéressés, on définit les critères, on définit les conditions dans lesquelles ces personnes-là peuvent construire des maisons sur ces villas en respectant bien entendu le plan architectural de départ pour que ce soit quand même un projet qu'on pourra facilement identifier. Il y a quelles ressources en ce moment? Oui, c'est vrai. Avec quelles ressources? Comme je le dis, ce peut ne pas être les ressources de l'État. Mais comme la terre appartient à l'État, on peut trouver quand même des critères. Si, par exemple, moi je veux, et si je suis intéressé, j'ai les moyens, je peux me décider et ériger des villas là. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a quand même des entreprises, des promoteurs immobiliers dans ce pays qui font quand même un effort. Je ne vais pas citer leur nom ici pour qu'on ne dise pas que... Oui, on ne fera pas de la pub. De la publicité. Voilà. Mais comment l'initiative réussit avec des privés et dans le public, c'est vraiment l'échec total? Non, vous savez, dans notre pays, on n'a pas le respect de la chose publique. On n'a pas le respect de la chose publique. Et ce projet particulièrement, moi je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, c'est un projet griot. On a fait semblant de l'élaborer de façon acceptable pour que ça réponde à toutes les normes, mais dans l'exécution, on a vu que c'est un projet griot parce qu'on n'est pas allé au bout des intentions, des bonnes intentions qui ont été conseillées sur papier, voyez-vous. On n'est pas allé au bout des bonnes intentions. Et lorsque vous regardez, vous fouillez bien, vous allez trouver qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le secteur de l'immobilier et à qui on a confié un certain nombre de villas à construire. Wow. Aujourd'hui, les numéros qui ont été donnés par ces personnes existent au niveau de certaines directions. Mais quand vous appelez ces numéros, pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé, ça saute dans le vide. Personne ne décroche. Ou bien c'est des numéros qui ne sonnent plus. Les gens ont disparu. Il y a un directeur qui a osé nous faire ce témoignage. Il a dit que vraiment, la solution qu'il propose, c'est qu'il faudrait que ce soit des gens qui ont des expériences prouvées et avérées dans le domaine. Il faut que ce soit à ceux-là qu'on confie désormais ces gens de choses-là. Ce n'est pas parce que tu mets
comment appelle-t-on, une ancienne qui dit, le promoteur immobilier, je fais ça. Je suis spécialiste aussi, je suis expert. Pas du tout. Ce directeur, il est encore en poste et il a eu le courage de le dire, il dit, il faut fonctionner comme ça désormais parce que c'est dangereux. Mais où le bas a blessé? Qui a décidé de ne pas observer les règles établies? Qui n'a pas décidé? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un promoteur privé qui nous a dit que c'est sur instruction du chef de l'État d'alors que les projets ont été lancés sans contrat formel. Ça, les bases sont faussées. Donc c'est Alors qu'en réalité, dans les documents du projet, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est la preuve là que bon, il y avait un autre objectif qui était poursuivi, autre que l'objectif, autre que les objectifs consignés dans les documents de mise en œuvre de ce projet. Mais quel est le souci que vous avez noté chez les dirigeants actuels, par exemple? Bon, les dirigeants actuels ont lancé récemment, eux aussi ils ont lancé leur projet de logements sociaux. Ça fait 20 000 logements sociaux. Ah, ça fait 2 fois ce qui n'a pas abouti. Ce qui n'a pas abouti. Et puis, c'est un Turc. C'est une entreprise turque qui se chargera, comme appelle-t-on, de la mise en œuvre de ce projet. Les documents ont été signés entre ce Turc et choses là. Bon, on va attendre de voir. Mais, comme conseil, ce que nous on peut leur donner, c'est de tirer le son de ce qui s'est passé. De prendre en compte les aspirations profondes des potentiels acquéreurs, c'est-à-dire en termes d'espace. Il faut créer l'espace. Il faut que au niveau des sites qui vont accueillir et faire logements sociaux, qu'il y ait des infrastructures sociales communautaires, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un rideau, qui tombe malade, qui ne peut pas avoir le premier soin sur le site, place, ce n'est pas bon. Donc il faut quand même qu'il y ait des hôpitaux. Dans les projets à venir, qu'on puisse intégrer ces choses-là. Dans les projets à venir, qu'on puisse intégrer là où l'accueil peut faire ses courses, c'est-à-dire un petit supermarché, ainsi de suite. Et pourquoi pas aussi des centres de loisirs. Bibliothèques pour les enfants, et centres de jeux pour les petits-enfants. Les écoles aussi. Voilà. Autrement dit, penser à en faire de petites cités. Très bien. Or, ce dont on parle, moi j'ai visité, rien de tout ça là n'a été prévu. C'est comme un cantonnement, c'est un professeur de sociologie. Et là, c'est bien dit. Il dit les gens voient ça comme un éloignement. Moi, j'ai fait quelque chose et puis on me demande d'aller rester à l'écart. Et à l'écart de façon contiguë en plus. Donc, c'est une prison à ciel ouvert. Bon, et dans la tête du Béninois, c'est ce qu'il ressent et ce qui fait que, bon, les gens ont été un peu réticents. Oui, parce que, à l'entame, les éléments nécessaires n'avaient pas été prévus. Absolument. Ce dont vous venez de parler, ce n'est pas prévu. Donc, forcément, dans les projets qui arrivent, il faudrait que nos gouvernants puissent tenir compte de toutes ces choses-là. Si ce n'est pas encore intégré, je pense qu'on peut se rattraper. Mais comment comprendre ce choix d'aller dans les zones reculées pour construire ces genres de logements alors qu'on sait que les villes sont vraiment à forte concentration humaine? Est-ce qu'on n'aurait pas pu, ériger ces bâtiments, ces logements en ville pour pouvoir permettre, d'occuper? Oui, c'est une bonne question parce que, d'ailleurs, sur le terrain, on a posé. C'est une approche du gouvernement et qui consiste quand même à développer un peu aussi les zones périphériques. Parce que ce n'est pas dans des zones rurales, c'est des zones périphériques, c'est-à-dire au plus 8 km, 3 km. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il faut réussir quand même à faire la jonction entre ces lieux, ces cités dortoirs et puis les lieux de travail. Et réussir à faire la jonction, c'est d'améliorer, comment l'appelle-t-on, les voies qui venissent. Pour que le transport soit quand même aisé. Parce que c'est le déplacement, le vrai problème. Le transport soit aisé. Celui qui est, par exemple, à Calavi, peut se rendre, même à Kassato, même à Glodjigwe ici, peut se rendre au travail à Cotonou. La preuve, moi j'ai quitté Porto Novo ce matin, je suis venu dans vos studios, voyez-vous. Donc si la voie passe bien, comme on le dit sur Frisson Radio, si ça circule normalement, je pense que les gens ne connaîtront pas de difficultés. Et tel que je viens de le dire, si au niveau de ces cités, on prévoit tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce que le type ira chercher à Cotonou s'il finit de travailler? Le week-end, il sait que bon, il va rester dans son quartier. Et puis petit à petit, ces quartiers vont se développer.
Et l'autre chose qui tombe aussi bien sous le sens, c'est qu'il n'y a que ces zones périphériques, ces zones dites reculées qui puissent accueillir. Accueillir, parce que c'est dans ces zones périphériques qu'il y a plus d'espace à Cotonou, il n'y a plus d'espace à Calavi. Merci de venir à mon secours. C'est dans ces zones qu'il y a, comment appelle-t-on, de l'espace. Quand vous allez à Cotonou, c'est peut-être, comment appelle-t-on, une maison de collectivité que vous allez acheter. Et puis, si vous ne faites pas bien les formalités, après, c'est des procès, des conflits domaniaux à ne plus en finir. Il suffit qu'un petit enfant se lève un jour et dit non, qu'il n'est pas d'accord. Le bailli, c'est terminé. S'ils sont dans l'indivision, bon, ça pose problème. Voyez-vous, donc, l'État va dans les zones périphériques où la terre est toujours disponible. Là où ce projet a aussi péché, c'est que les élus locaux n'ont pas été associés dans son exécution. Alors que la décentralisation était déjà n'ont pas été associés son exécution. Est-ce que vous voyez? Et celui qui s'en est plaint beaucoup, c'est celui qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, Dakwe Sossou. Quand il était maire, les gens étaient venus, ils ont dit bon. Et puis, ce projet coïncidait un peu, quand on prend le cas de Lokossa, avec la célébration de la fête du 1er août qui arrivait à Lokossa. Et ce qu'on lui avait dit, c'était que les villas seront construites, seront vite achevées pour accueillir les autres de cette fête. Or, ce n'était pas la réalité. C'est un projet d'ensemble prévu pour Lokossa, pour, Parakou, pour Avrakou, pour Adjara, pour Aboubé Calavi. Mais quand on a fini, lui, il s'attendait à ce qu'on lui retroussait et c'est ce qui l'a même motivé à vite libérer tout ce qu'il faut comme papier pour faciliter le processus. Voilà, processus. Finalement, il a été coupé. Finalement, il a été coupé. Bon, et puis bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire que les intérêts politiques aussi n'ont pas... Et ailleurs, on a rencontré aussi ailleurs d'autres maires qui n'ont pas été associés que sur l'exécution même du projet. Vraiment, ils n'ont rien à nous livrer comme information, à part qu'eux, ils ont seulement donné les papiers ils ont subi le projet comme les populations. Voilà, ils ont donné les papiers qu'il faut pour que l'État ne soit pas bloqué dans la mise en œuvre de son projet. Mais l'État qui est derrière ce projet-là, l'État qui le porte à bout de bras, aurait quand même pu régler ce problème-là. Lequel? Celui que nous dénonçons, le fait que les maires et autres n'aient pas été vraiment associés à l'efficience du projet. Oui, vous savez, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Il y a un objectif clair, sérieux, qui était visé par le projet. Mais à l'arrivée, dans sa exécution, il y a 12 objectifs. Si vous ne voulez pas que quelqu'un soit mis au courant de ce que vous voulez faire de louche, c'est clair que vous n'allez pas l'associer. Et je pense que c'est... Donc c'était à dessein. Voilà, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça là, c'est mon opinion personnelle. Oui, et là-dessus, c'est votre opinion personnelle qui m'intéresse aussi sur cette question-ci. Vous avez fait ce travail-là. Et ça, vous avez eu l'occasion peut-être d'aller un peu au-delà, un projet à Conville par exemple. Quelle est, comment dirais-je, votre impression? Est-ce que les logements sociaux sont quand même nécessaires pour les Béninois? Et pourquoi, franchement, on n'a pas pu vraiment en bénéficier? Je pense que quand vous prenez chaque Béninois aujourd'hui, son souci majeur, c'est d'avoir son chez lui, comme on le dit. Le culte de chez soi. Il veut être chez lui. Dès qu'il finit de grandir, qu'il trouve un emploi, il veut se libérer de la tutelle de ses parents et aller chez lui. Pour qu'on dise que lui-même, il est chez lui et on vient le voir chez lui. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Voilà. Donc, ce besoin existe, toujours. Et c'est vrai, c'est les informations qui ont été remontées au chef de l'État d'alors et qui a compris que ce besoin existe et qu'il fallait faire quelque chose. Mais malheureusement, dans la mise en œuvre, ça n'a pas marché. Et lorsqu'on regarde, depuis 1960 jusqu'à ce jour, rien n'a marché. Tout simplement parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer, on n'intègre pas souvent la sociologie du potentiel acquéreur et du milieu. On ne prend pas en compte ces inspirations. Alors, quand vous finissez, vous vous enfermez avec des urbanistes, des architectes, vous réalisez votre plan, mais qui ne répond pas à ce que veut l'autre. Ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que j'apprécie, je le dirai, j'ai apprécié ce qu'un promoteur immobilier a eu à faire, et qui est que le domaine est là. Les modèles de villa sont là. Et quand vous voulez, si ça vous intéresse, vous venez, vous choisissez votre modèle de villa, on vous amène sur le site, vous identifiez votre emplacement,
vous payez la vente de démarrage, les travaux démarrent, et puis vous suivez vous-même avec les architectes, les entreprises, les ouvriers, vous suivez jusqu'à la fin. Et au fur et à mesure, vous payez. Et c'est comme ça que votre chantier évolue. Et puis à la fin, vous rentrez dedans. En ce moment, vous ne pouvez plus dire que les matériaux qui ont été utilisés sont de mauvaise qualité. Vous ne pouvez plus évoquer des questions de sécurité, ainsi de suite, parce que c'est un choix personnel. On vous a associé. Mais ici, on n'a pas associé. On n'a pas associé. On aurait pu associer les élus locaux, même les chefs de village, et qu'aujourd'hui, les problèmes de sécurité qui se posent sur cette île n'allaient pas se poser. N'allaient pas se poser. Ailleurs, et ça c'est dans la commune d'Adjara, mais il y a eu même de l'incivisme vis-à-vis de ces villas. Il y a eu de l'incivisme vis-à-vis de ces villas. Parce que les gens ont estimé, les populations ont estimé que c'était pour faire campagne. D'accord. C'était à des fins politiques. Donc elles n'ont pas facilité le... Et donc, ils ont, de temps en temps, ils vont empêcher les gens de travailler. Quand les gens montent les murs, ça, c'est des confidences que les gens vont faire tomber les murs. Ah oui. Parce qu'elles n'ont pas été associées au départ. Parce qu'elles n'ont pas été associées. Et ces populations ont estimé qu'on veut construire ces villas pour nous, et comment appelle-t-on, pour nous arracher notre fief électoral. C'est vrai, c'est des comportements... C'est de l'indiscipline. C'est de l'incivisme, c'est des comportements à réprimer, à décourager. Mais voilà les réalités face auxquelles nous sommes. Donc il faut partager la philosophie avec les populations avant de venir. Parce que je dis, c'est vrai, on est en démocratie, tout, mais on ne peut quand même pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. C'est en dictature que cela peut se faire. C'est en dictature que cela peut se faire. Mais une fois que nous avons fait l'option de la démocratie, je pense que... Et c'est là, les gens parlent même de démocratie participative, de gestion concertée et tout ce que vous voulez. Donc, il faut que, pour que ces projets-là, orientés vers la communauté marchent, je pense qu'il faut une forte implication de la communauté. Il faut une forte implication de la communauté. Et je plaide, je n'exige rien, je plaide pour que les projets à venir, qu'on puisse faire l'effort d'associer la communauté et prendre en compte un peu les aspirations des populations à la base, dans la mise en œuvre surtout des projets qui sont orientés à leur profit. Nous arrivons au thème de cette émission déjà. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer en termes de suggestions, en termes d'espoir? Oui, comme je viens de le dire, les conclusions qu'on peut tirer, c'est en termes de défis à relever. Et je l'avais déjà dit plusieurs fois. Il faut pas que les députés s'arrêtent juste à l'interpellation du gouvernement. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout pour situer les responsabilités. Parce qu'on ne peut pas passer en perte de profit tous ces milliards qui ont été décaissés et pour lesquels le gouvernement s'est engagé. Il faut aussi prendre des dispositions pour réhabiliter les logements achevés. Les logements qui ont été déjà achevés et qui sont abandonnés aux intempéries. Il faut les réhabiliter parce que les gens en ont besoin. Il faut achever ceux qui sont en chantier, c'est-à-dire ceux qui attendent d'être couverts, ainsi de suite. Il faut les achever et voir un peu, adopter un peu une politique attractive à l'endroit de certains. Parce que bon, c'est pas tout le monde qui est réticent. Il y a des gens qui veulent vraiment aller là-bas, mais si le prix est maintenu, comment appelle-t-on, le prix de cession est maintenu à son niveau, c'est pas évident. Donc il faut initier une politique active en jouant sur les prix. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut tirer des leçons des errements du projet de 10 000 logements pour concevoir et exécuter le projet de logements sociaux à venir, notamment les 20 000 logements que le gouvernement Talon veut réaliser. Et tenir aussi compte du contexte socio-économique de notre pays pour fixer les conditions de réalisation et d'acquisition de ces logements. Voilà un peu ramasser quelques suggestions que... Ce sont vos suggestions en attendant l'évolution du dossier. En attendant l'évolution du dossier. Mais de façon formelle, je dis, ce dossier, on doit fouiller. On doit continuer par creuser pour situer les responsabilités. Parce que dans ce pays, on se connaît tous. On sait ce qui se passe. Quelque temps après, dès qu'on agite les autres, quelque temps après, les gens se voient derrière le rideau et puis bon, tout s'arrête. Ça ne doit pas s'arrêter. Si ça s'arrête, ce n'est pas bon. Il ne qu'il n'y ait pas non-lieu aussi. Il ne faut pas qu'il y ait non-lieu sur ce dossier. Il faut que tous ceux qui sont impliqués qui s'engagent. C'est ça.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur 10 000 logements, 893 seulement aient pu être réalisés et encore que, eh bien, il n'y en ait pas eu d'achevé totalement. Parce que dans la réalisation de ce projet, il y a quand même des entrepreneurs qui sont de bonne foi, qui se sont engagés, et qui continuent d'ailleurs de payer. Ils payent des agios, mais ils sont là, l'État leur doit. Merci, monsieur Afissou Anorin. Vous êtes journaliste d'investigation à la Presse du Jour. Merci pour la disponibilité. Merci d'avoir partagé avec nous le fruit de vos investigations. C'est à moi de vous remercier, de remercier la Maison des médias et la Fondation Osiwa pour m'avoir donné l'opportunité d'investiguer sur ce sujet et sur d'autres sujets. On espère vous retrouver sur d'autres sujets à venir. Sur cet aspect des choses, on a constaté que c'est seulement la presse écrite qui a été intéressée. Est-ce qu'il y aura des investigations dans le domaine de l'audiovisuel? Non, ça c'est clair, c'est vrai que je représente. Avoir des voix, des sons de cloche que les auditeurs, les téléspectateurs pourront vraiment écouter pour être édifiés. Absolument, c'est vrai. Je ne répondrai pas au nom du directeur de la Maison des médias. Je ne suis pas dans c'est une doléance que vous allez remonter. Que je vais remonter à leur niveau. Et vous savez, quand on parle d'investigation, c'est un genre journalistique. C'est un genre majeur. Un genre majeur. Délicat. Et puis beaucoup de gens n'aiment pas s'essayer à la chose. C'est vrai, nous, dans le travail que nous avons conduit, on a eu énormément de difficultés. Justement. On a eu énormément de difficultés. Des gens qui vous donnent leur accord de principe pour être écoutés, enfin, pour s'entretenir avec vous, mais au dernier moment, qui se rebiffent. C'est vraiment difficile. Or, vous avez une obligation de résultat. Donc, votre doléance sera remontée et quand même, merci. On a parlé de développement de presse. Très bien. De médias, bien entendu. C'est pas que de la presse. Voilà. Merci, voilà. Peggy Ludovic Dagba. Merci. Rendez-vous lundi pour un autre numéro de. On sera alors à la veille de la célébration du 57e anniversaire. C'est sûr qu'on va connaître de ce sujet-là. C'est sûr. Quand même quelqu'un qui vienne nous évoquer un peu quelques pans de notre histoire au niveau de l'indépendance et tout. En tout cas, on verra bien. Une sorte de bilan. Bonne journée à vous. Merci. Je rappelle aux fidèles amis, téléspectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion Diaspora FM qu'ils suivront dans quelques minutes Geek, une présentation de Modeste Rondé-Kondji. De quoi sera-t-il question? Eh bien, il nous dira comment désactiver la lecture automatique des vidéos sur Facebook. Comment désactiver la lecture automatique des vidéos sur Facebook. Peggy Ludovic Dagba ne le savait pas, il me l'a soufflé tout à l'heure. Eh bien, je suis pas encore très au fait. Eh bien voilà. Ce sera très intéressant. Eh bien, Modeste vous le dira tout à l'heure. Corriger cette faute-là en moi. Ah oui, Modeste vous le dira tout à l'heure. Eh bien, c'était le débat à faire croiser.